Moi, en fait, je suis un enfant très calme, très posé de 1968. Et donc, je suis arrivé à la Villeneuve tout simplement parce qu'étant parisien, avec avec un ami, on a eu un projet d'habitat collectif qui évidemment, enfin je dis évidemment, qui a échoué, qui n'a pas été à son terme. Donc on était un petit peu déçus de ça. C'était un mode de vie. Donc notre mode de vie qu'on appelait à l'époque métro, boulot, dodo, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, nous satisfaisait pas. Je dis nous, deux couples qui avaient un passé militant un petit peu commun. Et un soir où on rentrait dans un métro bondé entre République et Romur-Sébastopol, on s'est dit tous les deux, les deux copains, si c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre comme ça, on s'en va. Voilà, donc on a cherché du travail. C'était une époque bénie où on trouvait du travail en 48 heures, où on trouvait même du travail pour deux ensemble, dans un bureau d'études qui faisait de la coordination de bâtiments, puisque je suis ingénieur du bâtiment. Et on a trouvé du travail à Grenoble, la ville de Grenoble, enfin l'aménageur de la ville de Grenoble cherchait des ingénieurs pour la coordination, la planification de la construction de la ville neuve, qui venait de démarrer. Et je suis arrivé à la Villeneuve pour travailler sur la Villeneuve. Alors, c'est pas tout à fait un hasard. On avait, comme un certain nombre de gens comme nous, lu le reportage de Sidbon dans le Nouvel Observateur sur la Villeneuve. Et évidemment, ça nous avait fait rêver et on avait envie de participer à cette aventure qui consistait à réinventer la ville et qui nous paraissait correspondre aux aspirations qu'on avait à cette époque-là. Voilà, donc on a acheté deux appartements, mitoyens à la Villeneuve, on a percé un trou entre les deux, et on a vécu, bon, c'était pas un vrai collectif, mais enfin, avec des échanges en particulier, les enfants étaient gardés une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, par exemple, quoi, hein. Voilà. Et puis on a fait une entourloupe à EDF en n'ayant qu'un seul compteur pour alimenter les deux appartements. Non, non, moi j'étais là complètement naïf. C'était pas une de mes préoccupations. J'avais des préoccupations plutôt au niveau de l'urbanisme, enfin au niveau des qualités d'invention urbanistique, voire technique, car c'est pour l'époque. Bon, j'étais technicien de ce métier, donc c'est évidemment ça qui m'avait intéressé a priori. Et puis c'est plutôt l'école qui nous a intéressés à cette époque-là, et les équipements intégrés. Alors par exemple, le paradis, c'était l'atelier bois pour moi, l'atelier tissage pour ma femme, le restaurant qui servait à tout le monde, où tout le monde se croisait. Voilà, donc c'était plutôt ces aspects-là. Alors on n'est pas d'ailleurs très loin de la communication hein, dans ce domaine-là, mais d'une communication plus informelle, plus faite par les réseaux, les rencontres, les croisements, que par la technique elle-même, dont j'ignorais alors absolument tout, et que j'ai découvert au hasard d'une réunion publique un soir à la Villeneuve, quoi. Voilà, c'est au cours d'une réunion publique qui avait été euh, convoquée par les gens qui étaient en charge du projet de télévision locale que, que je suis descendu à cette réunion un petit peu par hasard, comme on descendait d'ailleurs à toutes les réunions. C'était un petit peu le mode de fonctionnement de la Villeneuve de l'époque. Et puis j'ai entendu un type qui s'appelait Daniel Populus, que j'avais jamais vu, qui expliquait qu'ils allaient essayer d'organiser, de monter une télévision locale qui serait... Alors, il avait surtout insisté sur l'aspect production locale, mais aussi diffusion d'objets qui ne seraient pas fabriqués localement, mais choisis localement. Ça m'avait surpris, je n'avais pas du tout réfléchi à cette double entrée possible, c'est-à-dire des images qui sont intéressantes parce qu'elles ont été produites localement, mais aussi des images qui sont intéressantes parce qu'elles ont été choisies localement et présentées localement alors qu'elles parlent d'un sujet plus général, voire même international. Voilà, donc ça m'avait un peu perturbé. Et puis
Le côté, bon, on était un peu fasciné quand même par la télévision. C'était un objet quand même relativement nouveau. On n'avait jamais l'occasion de se trouver ni derrière ni devant une caméra de télévision. Et il y avait un côté jouet, enfin il y avait un côté découverte qui était quand même très très marrant, quoi. Donc moi j'ai levé la main quand on a demandé s'il y avait des gens particulièrement intéressés par cette histoire. J'avais un peu de temps, mon boulot me laissait mes soirées, et donc j'ai levé la main et je me suis retrouvé dans un comité d'usagers. Alors ça, c'est après. C'est après, oui. Alors, parce qu'au début, il y avait pas de réseau, il y avait peu de caméras, il n'y avait pas de studio. Donc tout ça a démarré avec une intention. Et dans les discussions qu'on très vite suivies derrière, on avait deux solutions. C'est attendre que le réseau de télédistribution se mette en place, que les lieux de production, le studio, soient aménagés et opérationnels. On ne savait pas si on allait attendre 2 mois ou 2 ans. Donc, globalement, tout le monde a décidé, évidemment un peu sous la pression aussi des techniciens, qui est technicien au sens animateur plutôt, qui étaient en charge du projet, ils n'étaient pas là non plus pour attendre. Donc, on a inventé un système qui consistait à utiliser les moyens qu'on avait tout de suite pour fabriquer des émissions, pour fabriquer des produits locaux, des reportages locaux, et de les diffuser dans un des espaces phares, enfin en tout cas de l'Arlequin, qui sont les coursives, puisque les appartements ne donnent pas sur des paliers qui donnent sur un ascenseur, un escalier, mais les appartements donnent sur des grands couloirs qui font plusieurs dizaines de mètres, plusieurs centaines de mètres de long. Et donc, le projet a démarré avec des magnétoscopes et des postes de télévision posés sur des caddies de Carrefour qui étaient trimballés dans les coursives, et on invitait les gens à sortir de chez eux pour regarder la télévision locale qu'on ne pouvait pas amener avec des câbles, mais que donc on amenait avec des roulettes, quoi, hein. Et c'est la première expérience du Vidéo Gazette à laquelle moi, je me très très modestement participé, en étant plutôt du coup derrière la caméra. Ça m'amusait plus, je découvrais complètement, quoi, hein. Ça m'amusait plus que d'être de l'autre côté, quoi. C'est la vidéo brouette, oui, c'est ça. Ben, c'est le côté, c'est le côté, je regarde mes enfants qui sont en classe verte, quoi, hein. Donc, il y a dans cette époque-là des reportages qui sont faits en particulier autour des enfants. C'est pas un hasard non plus, parce que en même temps se développait une des deux raisons principales pour lesquelles le projet avait été inventé, qui était l'utilisation par le système scolaire, primaire et secondaire, de l'image et de la production, de la diffusion d'images à l'intérieur du milieu scolaire, dans les classes. Donc c'est pas un hasard qu'on se retrouvait avec des produits où on voyait nos enfants en train de faire des choses qu'on ne voit pas, puisque précisément ils les font quand on n'est pas là. Et évidemment, pour que des adultes regardent des images de télévision, la bonne solution, c'est de leur montrer leurs enfants qui font quelque chose, quoi. C'est toujours vrai d'ailleurs. Les concerts aujourd'hui de chorale amateurs ne fonctionnent que parce que la tante, la marraine et le beau-frère viennent entendre celui qui chante, hein. Donc, c'est pareil. Pas à l'époque, plus à l'époque de l'Agora, qui est plus frappante, mais qui est au moins 1 an ou 18 mois plus tard, et à une époque où moi, je n'étais plus qu'un simple habitant faisant partie du groupe d'animation bénévole, mais où j'étais devenu un professionnel pour une autre raison et sur un domaine un petit peu, enfin lié, complètement lié même, mais du coup j'ai un regard à ce moment-là un peu différent, qui n'est plus le regard de l'habitant lambda, mais de quelqu'un qui est plus impliqué dans le fonctionnement du Vidéo Gazette. Ce sont ce sont des réunions très très informelles, comme il y en avait des dizaines à cette époque-là,
on n'est pas dans la concertation au sens où ça fonctionne aujourd'hui, où ça essaye de fonctionner aujourd'hui, avec de la... Encore que... euh, des professionnels de l'animation, dans un cadre un peu complexe d'un outil d'animation du quartier qui comportait beaucoup d'aspects très très différents, hein. Je parlais tout à l'heure de l'atelier bois, qu'en est un par exemple, où des menuisiers aidaient les gens à se servir de machines auxquelles ils n'auraient pas eu accès parce que c'était des machines quasiment professionnelles et avec un savoir-faire qu'ils n'avaient pas. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas la défonceuse ou la dégauchiseuse ou la scie circulaire, c'est la caméra. Et c'est pas un menuisier, c'est un professionnel de la télévision. Mais c'est la même démarche, c'est-à-dire que on s'empare de tout simplement pour vivre ensemble un certain nombre de choses, pour dire un certain nombre de choses ou pour fabriquer un certain nombre de choses, que ce soit un métier à tisser, le lit de la petite dernière ou un reportage télévision, c'est exactement la même démarche, quoi, hein. Et à chaque fois, ça n'est pas l'objet des professionnels qui sont en charge de cette activité à la Villeneuve, c'est pas eux les propriétaires ni de l'objet ni de ce qui va se passer. Eux, ils sont là pour aider des gens qui ont un ou des projets à les mettre en œuvre à la fois sur le plan technique et sur l'utilisation de matériel. Donc le comité d'usagers, c'est ça, c'est des gens qui ont envie de s'impliquer au lieu de fabriquer, ça m'intéressait pas moi de tisser des vêtements. Par contre, ça m'intéressait de fabriquer des reportages, des images qui parlent de nous. Ou qui parlent d'autres à nous. Et dont l'impulsion venait d'un groupe de gens qui habitaient le quartier qui n'étaient pas des professionnels. Voilà, donc ça fonctionnait comme ça, avec des réunions où on parle de quoi, et à partir de cette question, on parle de quoi et avec qui, on imaginait des choses avec deux ou trois professionnels qui étaient là pour nous aider. Et d'ailleurs, derrière la caméra, la prise de vue, c'était pas forcément des professionnels de la caméra qui le faisaient, puisque l'idée, c'était, comme le métier à tisser, c'était que ce soit des habitants du quartier qui se mettent derrière la caméra et qui se rendent compte d'ailleurs de la difficulté de fabriquer des objets regardables, parce qu'on a fabriqué des merdes, hein, qui étaient parfaitement non regardables. Mais c'est intéressant aussi de voir comment se fabriquent des images et de voir comment on peut fabriquer des images qui ont un intérêt, mais comment on peut aussi en fabriquer qui n'en ont aucun. Et là, on apprend des choses, quoi. De même que pour fabriquer la bibliothèque, on fait des erreurs. Le maire de Grenoble, à un certain moment, a commencé à se poser de sérieuses questions parce que le vidéogazette à roulette, c'est bien gentil, mais enfin, ça ne répondait pas aux deux objectifs principaux qui font que le projet de télévision par câble faisait partie du projet de la Villeneuve de Grenoble. Les deux raisons, c'est pas d'antenne collective partout. La première, pas d'antenne collective partout, donc il fallait faire un réseau qui distribue les images de la télévision nationale, de la télévision hertzienne, il n'y en avait pas d'autres à l'époque, dans les appartements. Le maire de Grenoble souhaitait quand même qu'assez vite les choses se mettent en place parce que les gens ils regardaient la télévision en mettant une fourchette dans la prise de télé de leur poste de télé, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'antenne collective. C'était un peu problématique. Donc le maire était quand même assez pressé qu'on arrive que les aménageurs. Donc moi j'étais dans l'équipe Villeneuve en plus sur d'autres champs, mais dans l'équipe Villeneuve, donc le maire était assez pressé qu'on mette en place ce réseau de télédistribution d'une part. Donc la deuxième, la deuxième raison c'était que le réseau de télédistribution était composé non seulement de ce réseau qui diffuse des images prises ailleurs sur l'hertzien pour les envoyer dans les appartements, mais que l'ensemble des équipements, et en particulier les écoles, soient reliés entre elles et reliés à un lieu de diffusion qui n'était pas forcément un lieu de production pure, mais aussi de récupération d'un certain nombre d'images qui serait utilisé par les écoles à travers une distribution d'images à partir de ce lieu central. Et ça, c'est le deuxième point du projet, qui était que les écoles devaient utiliser, comme je parlais tout à l'heure des habitants qui utilisaient la caméra, les écoles devaient utiliser un système de distribution d'images
dans les deux sens, aller et retour. C'est-à-dire que chaque classe pouvait être un lieu d'émission vers l'ensemble des autres classes ou une partie d'autres classes, et un lieu central pouvait diffuser, par exemple, des émissions de formation diffusées nationalement et qui allaient jusque dans les écoles. Et, et en faisant en sorte que les enfants dans les écoles, en particulier le primaire, soient de, aient à leur disposition, en plus de l'outil classique du tableau noir, des caméras pour eux aussi, comme je disais tout à l'heure que les habitants s'initiaient à la manipulation de cet outil, que les enfants, en particulier en primaire, s'initient aussi à ça. Et donc le maire de Grenoble a mis l'accélérateur sur la mise en place du réseau de télédistribution et il m'a demandé techniquement et administrativement de m'en charger. Donc je suis devenu, j'ai pris la charge de la mise en place du réseau câblé à l'intérieur de la Villeneuve. Donc d'abord entre les écoles, parce qu'on a commencé par ça, c'était le plus urgent, et ensuite entre un lieu central, une station centrale, qui diffuserait les images nationales et des images produites localement, qui commençaient à exister depuis au moins 6 mois, un an. Et là, je suis rentré à ce moment-là dans... Je n'y connaissais strictement rien, et j'ai découvert là la complicité de la situation, puisque alors j'ai oublié tout ça dans le détail, mais je crois qu'un décret du Premier ministre avait autorisé 7 expériences en France, dont Grenoble, ce qui nous permettait en théorie de sortir du carcan des monopoles de diffusion et de production, diffusion par les PTT et de production par l'ORTF, pour pouvoir faire et diffuser, fabriquer des images localement et les diffuser localement aussi. Mais il a fallu la rentrer dans un montage juridico-administratif un peu compliqué, que j'ai découvert sur le tas, avec des gens d'ailleurs très très gentils au niveau national qui ont expliqué au PECNO grenoblois comment il fallait faire. C'était le CCETT, ces gens-là à Rennes, qui nous ont aidés effectivement à monter tout ça, et avec un certain nombre de politiques aussi qui... ça a été laborieux, donc laborieux sur le plan administratif d'abord, parce que le décret ne disait rien et qu'il fallait tout inventer. Et puis ça a été laborieux sur le plan technique, parce qu'il a fallu faire un plan de fréquence, aller chercher des appareils que les Français ne fabriquaient pas, donc il a fallu chercher ça en Belgique. Voilà. Et puis on a tiré pendant des jours, voire des nuits, des câbles dans les sous-sols de l'Arlequin pour essayer d'arriver au résultat. Et on y est arrivé, puis de fabriquer une station centrale et un studio de production, puisque les gens du Vieux-d'Eau Gazette étaient des producteurs, mais n'avaient pas de mission en matière de mise en place des équipements. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché, évidemment, de m'intéresser non seulement aux tuyaux, mais un petit peu aussi à ce qu'on mettait dedans, quoi, hein. Tout à fait. Je crois que l'opération s'est arrêtée au bout de 3 ans pour au moins 2 raisons. Là. La première est celle qui importait beaucoup les politiques, qui mettaient quand même un certain nombre de milliers de francs de l'époque dans l'opération, et qui était critiquée évidemment par leur opposition politique à financer une opération de télédistribution qui fabriquait des produits qui avait un côté un peu subversif, même si c'était pas bien méchant, mais quand même un peu subversif. Je pense en particulier à ce qui s'est passé. Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé des souvenirs sur des produits. Peut-être le moment de dire qu'il y en a deux, moi, qui m'ont apparu extrêmement intéressants pour le quartier, fabriqués localement avec des prises de conscience locales et qui ont eu une portée politique, qui a fortement déplu évidemment à une partie du personnel politique local. C'est ce qui s'est passé au moment de la révolution chilienne, enfin en tout cas de la fin d'Allende, d'autant plus que des réfugiés chiliens sont vite arrivés à la Villeneuve, et du coup on a eu une sensibilité à ça, et il y a eu toute une série de choses qui se sont faites autour de ce coup d'État au Chili et de l'accueil de réfugiés chiliens. Et la deuxième, c'est, j'ai oublié,
Si, et la deuxième, c'est les grandes grèves autour de l'IP à Besançon, qui ont eu une répercussion ici, syndicale et politique, puisque je me souviens que le Vidéo-Gazette en tant que tel est allé couvrir les manifestations de l'IP à Besançon, et que moi j'ai défilé avec ma petite fille sur les épaules, qui avait 2 ans, à Besançon, et il y avait le Vidéo-Gazette qui était là, et il y a eu une utilisation, une exploitation au sens noble du terme de tout ça. Alors ça, c'est sûr que ça ne plaisait pas forcément à suffisamment d'acteurs à Grenoble. Puis alors le deuxième autre problème, qui est peut-être même le plus important, c'est que le projet au départ n'a pas été conçu pour desservir uniquement l'Arlequin, 2500 logements, ni même l'ensemble de la Villeneuve, 4000, 4500, 5000 logements, suivant le périmètre qu'on prend, mais que l'investissement était d'une nature telle, et d'un coût tel d'ailleurs, et son fonctionnement également d'un coût tel, qu'on ne pouvait pas le justifier pour une opération de 1500 à 3000 logements, ce n'était pas possible. Et il avait d'ailleurs donc été conçu pour être le départ d'un câblage de l'ensemble de la ville de Grenoble. Et le rêve du maire de Grenoble à l'époque, c'était pas de câbler l'Arlequin. Son rêve, en réalité, c'était de câbler l'ensemble de la ville. Son rêve, c'était que le conseil municipal ait lieu sur le câble et que tout le monde puisse le regarder. On peut remarquer d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce rêve est devenu, dans une certaine mesure, réalité, et avec un élu, bref, qui dépasse en cousinage avec les élus de l'époque. Et quand le maire s'est aperçu que pour des raisons qui étaient d'abord techniques et financières, on ne pourrait pas, dans des délais relativement brefs, c'est-à-dire se comptant en années, arriver à câbler la totalité de la ville de Grenoble, à ce moment-là, cette opération qui était le début de quelque chose, et dont on voyait bien que ça serait le début de rien du tout, de ce qui existait, ne pouvait pas se justifier, et qu'à partir du moment où il ne pouvait pas y avoir de développement sur l'ensemble de la ville, l'opération était vouée à s'arrêter, c'était évident. Et c'est la véritable raison, à mon avis, même si elle n'a pas été forcément expliquée comme ça. Ah oui, alors, ce sont des relations extrêmement proches. Si d'ailleurs, personnellement, je me suis retrouvé dans la situation d'être un professionnel technique du câble, c'est parce que j'avais croisé ici ou là Bernard Gilman, Catherine Tasca, des gens comme ça, qui étaient les acteurs culturels. Euh, bon, moi, personnellement, j'étais à l'époque un ingénieur relativement inculte. Euh, ma- donc la proximité était plus le fait de contacts interpersonnels de gens que je viens de citer euh, qui, euh, qui étaient dans une... alors ça, c'est extrêmement important pour... J'avais 30 ans hein, à l'époque. Je savais rien de la télédistribution, je savais rien même de la culture en général. Et on était un certain nombre de gens comme ça. Et ce qui a été absolument intéressant pour nous, c'est que des plus anciens, plus aguerris, ont été chercher des jeunes gens comme nous, des jeunes filles, des jeunes femmes comme nous, et leur ont dit, mais vous êtes sûrement capable de vous occuper de ça. C'est nous qui leur avons dit, mais vous êtes fous furieux. Mais si, allez-y. Donc c'est des gens qui avaient trouvé des potentiels dans des acteurs, en particulier de la Villeneuve, mais pas seulement, et, euh, et qui nous ont promus en quelque sorte malgré nous, quoi, hein. Moi, je me suis retrouvé dans des situations professionnelles où c'est le maire de Grenoble qui m'a dit, mais moi, je suis sûr que vous allez y arriver, donc allez-y, quoi. Vous avez 30 ans, ce type, c'est une statue, quoi, hein, pour des gens qui arrivent comme ça. Et quand le maire de Grenoble vous dit, mais si, vous allez y arriver, vous y allez, quoi, hein. Et bien, ça marche, évidemment. Oui, alors, ça fait partie du projet aussi, hein. Donc, le projet, c'était une diffusion, si possible, dans toute la ville, mais en attendant, sur l'ensemble de la Villeneuve, d'images qui seraient
fabriquée, enfin produite ou relayée localement dans un lieu central. Et ce lieu central, il a été provisoirement installé à l'Arlequin parce que c'était le premier lieu qu'on a fabriqué qui était le lieu central de l'éducation nationale. Il faut expliquer d'ailleurs, à l'époque, on est à l'époque des équipements intégrés, c'est-à-dire que chacun des équipements n'appartient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est dramatique d'ailleurs, donc si on pouvait se ressouvenir de l'intérêt des équipements intégrés, un équipement, je prends l'exemple du studio de production ou de relais de télévision, cet équipement était cofinancé par l'éducation nationale, la jeunesse et sport, la culture, que sais-je encore, j'en oublie sans doute, et du coup était géré collectivement par les administrations dépendant de ces différents ministères et de ces différents financements. Et donc le premier qui a trouvé son financement et son lieu, et qui était le plus urgent, parce que la télédistribution, c'était d'abord un outil pédagogique au service du projet pédagogique de la Villeneuve, qui est essentiel pour comprendre le projet de la Villeneuve. Il s'est posé d'abord au milieu des écoles de la Villeneuve. Mais ce n'était pas sa finalité. La finalité, c'était que cet équipement-là devienne à terme l'équipement plutôt spécialisé pour l'éducation nationale, et qu'on mette en place un studio central de production et de diffusion d'images qui ne serait pas dans l'Arlequin, d'ailleurs c'est tout à fait symptomatique, qui serait au centre de la Villeneuve, et l'Arlequin n'est pas au centre de la Villeneuve, c'est le premier quartier, mais pas ni le seul, ni le centre. Le centre de la Villeneuve, c'est Grand Place. C'est le centre commercial. D'ailleurs, ça s'appelait comme ça. Dans tous les plans qu'on produisait, le quartier où il y a aujourd'hui Grand Place, ça s'appelait le quartier central. Il y avait quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier des Chirolles 1, 2, 3, etc. et le quartier central. Et donc le studio de production et de diffusion devait être, dès l'origine du projet, dans Grand Place, qui était un centre commercial qui, en plus du centre commercial des commerces eux-mêmes, avait un certain nombre d'équipements publics. Une bibliothèque, c'est pas un hasard. Une bibliothèque et un centre de production audiovisuelle, c'est la même chose en réalité. C'est le support qui change, mais le fonctionnement, les finalités, tout ça, c'est la même chose. Donc, à côté d'une bibliothèque municipale, il y avait le centre, le point central du réseau de télédistribution qui devait s'implanter. Et il a été implanté. Il a été implanté dans Grand Place, et ça a permis, dans une certaine mesure, de sortir de la difficulté que j'évoquais tout à l'heure à propos de la fin de l'opération qui était la limite de la diffusion, c'est que ça a augmenté brutalement la diffusion, puisque on a équipé l'ensemble du centre commercial Grand Place de prises bidirectionnelles, où on pouvait envoyer des images vers des téléviseurs, mais on pouvait aussi brancher des caméras et des micros pour fabriquer des émissions dans le centre commercial. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai un souvenir absolument ébloui d'un concert de musique classique. Alors c'était Vivaldi, c'était les 4 saisons, mais enfin quand même, on met des violons, on met 50 violons sur la place centrale d'un centre commercial, au milieu des caddies, des gens qui courent, des mômes qui cavalent de partout, et hop, on envoie du Vivaldi pour voir si les gens vont s'arrêter et en prendre 10 secondes ou 1 heure. Et les gens se sont arrêtés. Et en plus, il y avait des caméras tout autour, puisque cette opération, évidemment, a été mise en boîte et rediffusée ensuite sur le réseau de télédistribution du quartier. Donc, pendant près d'1 an, le Vidéogazette a fonctionné avec son centre dans le centre commercial de Grand Place, et avec une diffusion un petit peu plus large que si elle n'était restée que sur le Vidéogazette. On est loin du Vidéogazette à roulettes dans les coursives. Mais on n'est pas sur le projet sur l'ensemble de la ville. C'est vrai au moins dans ma mémoire, qui peut être faillible, mais c'est vrai que la politique communale, on va dire municipale, est pas très présente, me semble-t-il. Euh, alors, est-ce qu'il y avait de l'autocensure là-dedans? On peut imaginer, après tout. Il y a manifestement, ça je suis sûr, il n'y a pas de pression du pouvoir politique, c'est sûr. La liberté est totale, je n'ai pas la mémoire de la moindre intervention.
Alors après, on peut s'auto-censurer dans une certaine mesure, c'est possible. Non, peut-être au fond que il n'y a pas de grand débat. J'ai pas un souvenir de très grands débats. Voyons, alors, peut-être un qui est l'implantation du tramway et les rues piétonnes. Je crois qu'il y a eu une agora ou deux qui ont dû parler de cette question-là. Euh, mais il se trouve que le débat politique à Grenoble a beaucoup tourné autour de la Villeneuve elle-même. Donc évidemment, suivre le débat municipal, c'était, dans une certaine mesure, parler aussi du bien fondé de l'opération elle-même, de l'opération urbaine que représente la Villeneuve, qui a été le champ de bataille quand même du Bedou à cette époque-là, et de Verlac. C'était les débats, je n'assistais pas au débat du conseil municipal à cette époque-là, ça a changé après, mais donc je, je- peut-être y avait-il un recouvrement en quelque sorte de préoccupations dans ce domaine-là. Après, il y a eu une influence de Daniel Populus qui était en charge de l'opération, dont je me souviens quand même très bien, que lui disait que, j'avais pas imaginé d'ailleurs ça au début, mais c'est tout à fait juste me semble-t-il, qui disait souvent que euh, une information internationale, quand elle est euh, montrée et commentée localement, devient une information locale. Et c'est tout à fait juste. Je me souviens d'émissions, en particulier à l'Agora, ou de débats, euh, de, par exemple sur la question de l'avortement, qui a été à cette époque-là quand même, qui a beaucoup secoué, y compris à Grenoble, parce qu'il y a eu un mouvement très fort avec des professionnels de santé qui à Grenoble se sont engagés publiquement dans des manifestations, etc. Et je me souviens qu'il y a eu beaucoup d'émissions autour de cette question-là, qui n'est pas une question grenobloise, qui n'est pas une question de la Villeneuve. Et c'est vrai que quand on fait venir un grenoblois qu'on connaît pour parler d'un problème qui est une question, un problème ou une question qui est une question nationale, voire internationale, elle se localise parce que celui qui vous en parle, vous l'identifiez. C'est le prof à Sciences Po que vous connaissez, c'est la gynéco que vous connaissez aussi, et qui viennent parler de ces questions-là. Et du coup, je crois que la manière de ne pas être esprit de clocher, de ne pas se regarder le nombril aux vidéogazettes, c'était en fait de faire parler des gens d'ici de questions qui ne sont pas d'ici. Mais ça change tout et ça donne un intérêt formidable à la question à partir du moment où elle est évoquée par votre voisin de palier, parce que si le prof de Sciences Po en question, c'est en plus votre voisin de palier, la conversation continue dans l'ascenseur, quoi, hein. Or, c'est ça qui s'est passé. Non, ça n'aurait pas pu continuer de toute façon. Alors, à titre personnel, la fin du Vidéogazette, généralement, c'était aussi la fin de mon contrat, en quelque sorte, à titre personnel. J'ai été en charge du câblage de la Villeneuve, de l'installation de la station centrale dans l'Arlequin et du studio de production à Grand Place. C'était fait. Donc moi, à titre personnel, je suis passé à autre chose. À titre professionnel, et comme j'ai beaucoup de mal quand même à séparer ma vie professionnelle de mon engagement militant ou social, du coup je suis un peu passé à autre chose. Donc vous posez la question à quelqu'un qui était dans dans une autre aventure en quelque sorte, et donc je me suis pas retourné sur l'aventure qui se terminait. Elle se terminait pour moi, et je pense qu'elle se terminait de toute façon. Euh, parce que euh, euh, Parce que, alors là aussi, je vais citer Daniel Populus, euh, qui disait à ce moment-là, avec un peu de nostalgie, ou en tout cas de fatigue en quelque sorte, c'est pas parce que vous donnez un haut-parleur à quelqu'un qui n'a rien à dire qu'il va se mettre à parler. Et je trouve que c'est une assez bonne réflexion sur les raisons
de l'essoufflement, donc du coup de la fin de tout ça. Parce que ça s'est pas arrêté brutalement, c'est pas vrai. En fait, tout ça commençait à s'essouffler, on le sentait bien. Le, les acteurs de la production locale, alors il y a la production locale et il y a la diffusion d'images qui ne sont pas produites localement. Donc la production locale s'essoufflait parce que c'était une production d'un petit groupe de gens, toujours les mêmes, qui depuis 3 ans étaient devant la caméra, derrière la caméra, avec leurs enfants dans les classes. C'était un peu quand même un peu toujours les mêmes. Donc eux, d'une part, se fatiguaient, d'autre part, je pense qu'ils devenaient fatigants. Y compris moi, quoi, y compris nous. Donc je crois qu'il y avait un certain essoufflement. Parce que euh, parce que le Vidéogazette, c'est comme un journal d'ailleurs. Si sa diffusion est trop restreinte, on est dans l'entre-soi, on sait à peu près tout dit, et sauf à événements extraordinaires, on prend la Bastille, on fait la Révolution, évidemment, là, on a de nouveau des choses à se dire. Mais quand c'est pas le cas, tout ça finit par ronronner un peu. On a vu les limites de l'opération quand on s'est aperçu que c'était un petit peu toujours les mêmes, qui étaient encore une fois devant ou derrière la caméra. On se demande alors pourquoi, et pourquoi les autres n'y viennent pas, quoi, hein. Et on se doute bien que c'est parce qu'on fabrique des produits qui sont les nôtres, qui nous intéressent nous, et qu'il y a une forme de nombrilisme quand même dans tout ça. Alors on le dit ou on le dit pas, on l'avoue ou on l'avoue pas, mais honnêtement, je pense que le phénomène était patent. Après, il y a une question que j'ai évoquée avec vous tout à l'heure, qui est celle de la diffusion, justement. À partir du moment où ça restait confiné à l'Arlequin même, hein, ou même au quartier 2, ça faisait quoi, 3000 logements là-dessus, quand vous avez une audience, on le sait aujourd'hui, des audiences de 2-3%, c'est absolument merveilleux. Donc 2-3% sur 3000 logements, vous vous rendez compte de ce que ça fait, hein. Donc quelques dizaines de personnes qui regardent une image que vous avez fabriquée en vous mettant à une dizaine pour la fabriquer. On est vraiment dans l'entre-soi. Donc ça n'a de sens que si tout ça va se développer, que si d'autres acteurs interviennent, d'autres parents, d'autres syndicalistes, d'autres hommes politiques, d'autres, etc., d'autres habitants lambda, quoi, qui se trouvent avoir des choses à dire à d'autres gens. À partir du moment où ça reste sur l'entre-soi, ça ne marche pas. Il y a eu un petit moment d'espoir avec l'implantation du studio dans Grand Place, puisque Grand Place était un équipement d'agglomération. Il y avait à ce moment-là des dizaines de milliers de personnes qui venaient dans Grand Place. Et on a cru un moment que l'implantation dans Grand Place allait fabriquer une forme de diffusion municipale, voire métropolitaine, on dirait aujourd'hui. Euh, Parce qu'on mettrait des caméras dans le studio de production de Grand Place, voire sur la place publique qui était un peu faite pour ça dans l'esprit des concepteurs de Grand Place. C'est une agora, la place publique de Grand Place à l'époque. Force est de constater que ça ne s'est pas passé, que la tentative a eu lieu, que des émissions ont été programmées sur la place publique de Grand Place, mais que ça n'a pas déclenché l'engouement, tout simplement parce que on arrivait à produire sur une dimension métropolitaine, mais pas à diffuser, puisque de toute façon, les images, comment les diffuser, il aurait fallu avoir un mode de diffusion lui aussi métropolitain qui n'existait pas, et dont on a bien vu qu'il n'existerait pas à court terme, quoi. Il existe aujourd'hui, la télévision qui est produite localement, sur laquelle je n'ai pas la moindre reproche à faire, mais on voit bien comment ça fonctionne, quoi. C'est une forme de télévision d'information locale avec les audiences qu'ont toutes ces chaînes-là, quoi. Donc ça s'est arrêté parce que fatigue, limitation de la diffusion, usure du système et prise de conscience que la diffusion à l'ensemble de la ville n'était pas pour demain, quoi. Alors, le, le Dauphiné libéré, euh, Dauphiné libéré n'est pas rentré. Si je me souviens bien d'ailleurs, il était dans la SEM qui a équipé
qui a accablé la Villeneuve, il était, me semble-t-il, quelque part dans la Somme. Je ne suis pas sûr, mais il me semble bien. Il n'y avait pas d'hostilité, enfin, il n'y avait pas. Il y avait des rapports qui étaient des rapports très distants, très lointains, ni hostilité, ni d'ailleurs engouement. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu s'intéresser à la production, et ça aurait d'ailleurs donné une dimension municipale, voire métropolitaine à l'opération. Ils s'y sont pas intéressés. Je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils n'ont pas fait. Par contre, les rapports étaient à l'époque quand même pas très cordiaux, parce que alors c'est la vision qu'en a un habitant de la Villeneuve, parce que j'ai pas dit, mais j'habitais en plus aussi la Villeneuve. C'est la vision qu'en a l'habitant de la Villeneuve, qui est forcément une vision partiale, et forcément injuste d'ailleurs par rapport au Dauphiné libéré lui-même. Mais on a eu le sentiment d'une hostilité du journal. Je dis on, les habitants de la Villeneuve en général, euh, les gens de l'équipe Villeneuve qui fabriquaient la Villeneuve, dont j'ai fait partie pendant un certain temps aussi, où on n'a pas rencontré de la part du média euh, un intérêt objectivement sympathique. Quand il y avait un intérêt, il était objectivement pas très sympathique. Et donc, c'est plutôt nos erreurs, nos limites, les failles du système, les dysfonctionnements, il y en a eu bien entendu, mais jamais personne n'a parlé, enfin jamais personne, jamais le journal n'a fait véritablement une mission d'information sur ce qui allait bien. Alors bien sûr que les trains qui arrivent à l'heure intéressent personne, mais euh, malgré tout, et du coup nous on a vécu le média comme, si ce n'est un adversaire, du moins un média qui ne parlait de la vie neuve que lorsque ça ne marchait pas. D'ailleurs, les médias n'ont pas tellement changé. Un récent incident est un mot trop faible, une malveillance même de la part du service public de la télévision il y a 2 ou 3 ans à Grenoble, montre bien ça. C'est la même chose, c'est-à-dire que du coup on s'est retrouvé dans la situation qu'ont connue les gens qui nous ont succédé par rapport à un reportage sur France 2 où sur la 2, bon, ben voilà, c'est la stigmatisation. Et ben c'était la même chose. Donc, le Dauphiné libéré a été perçu par les habitants de la Villeneuve et par les acteurs de la Villeneuve comme quelqu'un qui ne s'intéressait à la Villeneuve que pour monter en épingle ce qui ne marchait pas, alors que, en particulier, l'expérience scolaire, c'est le paradis pour nos enfants. Ça a été le paradis pour mes enfants, quoi. Et jamais personne n'en a parlé. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans l'expérience de la Villeneuve, y compris dans sa partie câblée, y compris dans la partie image et dans la partie caméra. C'est mon fils derrière une caméra et se rendant compte de ce que c'est qu'une émission de télévision. Et aujourd'hui, quand il regarde YouTube, je suis sûr que ce qu'il a appris quand il était à l'école du Lac en faisant des émissions de télévision n'est pas sans intérêt dans sa manière de réagir comme aujourd'hui utilisateur d'Internet. Et si ces expériences-là avaient pu être généralisées d'une façon beaucoup plus grande, les acteurs adultes d'Internet aujourd'hui, qui ont 40 ans, mon fils a 40 ans aujourd'hui, les utilisateurs d'Internet aujourd'hui auraient une distance par rapport aux médias qui serait peut-être pas la même que celle qu'ils ont aujourd'hui s'ils avaient eu cette formation qu'on a essayé de mettre en place à travers le Vidéogazette dans les écoles de la ville. Non, non, pas du tout. On se considérait à cette époque-là comme des gens qui se faisaient plaisir. C'est-à-dire que, en fait, enfin, être acteur du Vidéogazette, vous ne pouvez pas savoir quel plaisir ça a représenté, quoi, hein. Donc, on n'avait ni l'impression de faire une révolution culturelle, sociale ou quoi que ce soit. Euh, on avait l'impression de construire le cadre de vie qu'on avait envie d'utiliser et de le faire nous-mêmes, avec des moyens bien sûr qui nous est fournis par l'extérieur, mais de le faire nous-mêmes. Et donc, quand on est là-dedans dans le plaisir, c'est-à-dire que venir à une réunion de programmation du Vidéogazette, c'est pas une punition, c'est un vrai plaisir. Fabriquer une émission, c'est un vrai plaisir avec des gens qui étaient donc devenus des amis, quoi, hein. Donc tout ça se faisait
dans une espèce d'ambiance quasi festive, permanente. C'est les plus belles années de nos vies, hein, l'Arlequin. Et donc, on n'est pas du tout en train de se croire, en train de faire quelque chose de novateur. C'est pas ça du tout. On est en train de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, nous étions en train de faire ici à Grenoble le rêve que j'avais eu entre Réaumur-Sébastopol et République en 1969 en disant métro boulot dodo, c'est fini, quoi. Donc on s'en va. On est parti, on est venu à Grenoble et on a fait ce qu'on avait eu envie de faire. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas plus malin que ça. Oui, moi je suis pas dans ce trip-là personnellement, mais oui c'est vrai, je l'ai entendu aussi de la part d'un certain nombre de militants, c'est sûr. Euh, mais j'y crois peu. Je crois beaucoup plus au fait que des choses comme ça, qui ne sont pas d'ailleurs sans conséquence aujourd'hui, hein, la situation politique grenobloise d'aujourd'hui est la fille de ce qui s'est passé à l'Arlequin en 1978. Donc le, les acteurs de cette époque-là, alors certains sont effectivement des militants qui avaient un projet, entre guillemets, mais la plupart d'entre nous n'avaient qu'un projet personnel en réalité, qu'ils ont en grande partie réalisé. Je dirais, je faisais la comparaison tout à l'heure entre le studio de production du Vidéo Gazette et l'atelier bois. C'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui prennent un plaisir à fabriquer des images et d'autres à fabriquer des bibliothèques ou des lits pour leurs enfants, c'est exactement la même démarche, quoi. Et ce plaisir-là, il a forcément une conséquence sociale. Euh, D'ailleurs, on le voit moins que le déplaisir, parce que lui, le déplaisir, on voit bien qu'il a des conséquences sociales. Parce que des gens qui sont mal, ils sont forcément agressifs, ils deviennent forcément euh, ils sont dans des rapports interpersonnels et sociaux qui deviennent des rapports déplaisants, et les quartiers partent, j'allais dire une obscénité, mais ils partent en vrille, quoi, hein. Tant que ce système-là a fonctionné et que les gens se faisaient plaisir à l'Arlequin, plein de choses étaient possibles, même avec les difficultés qui existaient dès le début. Le premier jour de l'emménagement du premier locataire de l'Arlequin, les difficultés qui font qu'on est aujourd'hui dans la situation où on est existaient. Simplement, c'était tellement contrebalancé par par cette vie qui tournait autour du vidéogazette, comme de plein d'autres choses. Il y a des gens qui faisaient du théâtre, des nuits entières. Nous, on filmait, voilà. Bon, c'est la même chose. Et ça a toujours été vrai dans toutes les sociétés humaines et dans tous les quartiers. Il y a des chorales amateurs, des troupes de théâtre amateurs et des gens qui font du macramé, hein. Donc, voilà. Et puis les seniors qui s'initient à la manipulation des tablettes et des smartphones. C'est pareil. Je suis toujours étonné par l'intérêt que ça peut présenter après coup. Justement parce que ça a été relativement banal, quoi. En fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on faisait quelque chose dont je crois aujourd'hui que c'est assez exceptionnel quand même, hein. Mais on n'avait pas du tout conscience, quoi, hein. On faisait, quoi, on faisait ce qu'on avait envie de faire. Et en plus, je pense que, je reviens là-dessus, là, que l'atelier bois ou l'atelier tissage, c'est aussi exceptionnel que le vidéogazette. Ça laisse moins de traces aujourd'hui parce que ça fait moins rêver les sociologues ou les professeurs de Sciences Po, mais je pense qu'il y aurait le même travail à faire, qui serait extrêmement intéressant sur le fonctionnement et ce qui a pu se passer à l'atelier fer ou à l'atelier bois. Et à l'atelier fer en particulier, je me souviens que l'outil d'intégration des voyous de la Villeneuve de l'époque, parce que moi je suis né à Belleville, à Ménilmontant, j'ai été un voyou de Belleville et de Ménilmontant. Quand on est arrivé à la Villeneuve, il y avait évidemment les voyous de la Villeneuve, comme il y en a aujourd'hui. Et le lieu d'intégration qui a le mieux fonctionné pour on va dire, les jeunes qui étaient un peu en dehors de la plaque à l'époque, c'est l'atelier fer. L'atelier fer qui a été animé par un élu aux dernières élections municipales,
quelqu'un qui est devenu, lui était pour l'époque, parce que ça réparait les mobylettes et les vélos, quoi. Et donc, les mômes qui faisaient les cons, ils avaient envie d'avoir une mobylette. Et l'atelier Fer, c'était l'endroit où les mobylettes qu'ils avaient plus ou moins piquées, ils venaient les trafiquer, les remettre en état, les faire marcher, et ils faisaient une mobilette avec trois, quoi, hein. Voilà, ben ça, c'est la même chose que le vidéogazette. On s'y intéresse peut-être moins, mais ça me paraît avoir des modes de fonctionnement assez comparables, finalement. Les affiches, on les brûlait le lendemain, quoi, hein. On les a pas gardées. C'est très différent. Alors, on parlait tout à l'heure de... C'est peut-être un truc qu'on peut rajouter. On parlait tout à l'heure des rapports avec le monde de la culture. Et c'est très très différent. Je me souviens qu'à l'époque, Bernard Gilman avait monté avec Catherine Tasca un petit groupe de réflexion sur la culture à Grenoble, qui se réunissait à la Maison de la Culture. Euh, on avait un moment, Daniel Populus était à cette réunion, il y a eu quelques réunions sur une bibliothèque et une artothèque à la Maison de la Culture, qui ne s'appelait pas encore MC2. Il y a eu un débat là-dessus, et moi ça m'avait paru très loin. Enfin, c'était deux formes, comment dire, c'était d'abord des gens qui ne se ressemblaient pas complètement, et des manières d'aborder la question, les questions qui étaient complètement différentes. La question était, est-ce que on va, en plus du théâtre, des salles, etc., est-ce qu'on va, oui, on a fait, hein, ils ont fait, une artothèque où on pourrait emprunter des toiles, des choses comme ça. Alors évidemment, des reproductions souvent, enfin, ou des tirages, mais... euh, je me souviens que moi, je ne me suis pas trouvé à l'aise dans ce milieu-là, euh, parce que leur manière d'aborder, c'est un peu compliqué à expliquer, leur manière d'aborder les questions est... D'abord, il y avait toujours des discours théoriques avant de passer à qu'est-ce qu'on va faire, et que nous, on n'était pas là-dedans, quoi. On n'a pas passé 10 minutes à essayer de théoriser sur la diffusion d'images ou la production d'images. On a pris la caméra. C'est complètement différent. Et je me souviens que ces réunions sur est-ce qu'il faut qu'on fasse une artothèque, est-ce que les gens vont venir, quels sont les artistes qu'on va proposer à la location, est-ce que c'est une manière ou pas de dévaloriser la production artistique, est-ce qu'on fait concurrence aux galeries, comment les galéristes vont s'intégrer à tout ça. Alors que nous, on ne s'est absolument pas posé ce genre de questions. Voilà. Donc, on était sur un mode culturel très opérationnel, très je fais, très, comment on dit, fablable, hein. Je vais faire, quoi, hein. Et pas du tout. Je m'aperçois maintenant, en y réfléchissant, qu'on n'était pas du tout dans la théorisation. On n'a jamais essayé de faire ça. Peut-être Daniel Populus a essayé, mais nous pas, quoi, hein. Donc nous, j'ai dit les habitants, les gens du comité on n'était pas là-dedans, quoi, hein. Parce que notre objectif à nous, c'était de faire vivre notre petit paradis local, quoi. C'était très égoïste, en fait. Enfin,